On a créé la plus grande arène de comparaison sociale de l'histoire de l'humanité. Et si c'est la norme, notre propre vie avec ses hauts et ses bas, ses imperfections, paraît forcément minable en comparaison. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc qui nous concerne absolument tous. Même ceux qui disent « moi je m'en fous de ce que les autres pensent en vrai ». On va parler de la théorie de la comparaison sociale formulée par Léon Festinger. Oui, encore un psychologue, mais promis, c'est intéressant et un peu dérangeant, donc c'est le parfait mélange. Mais vous commencez à me connaître, avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons la boisson du jour. C'est une boisson que j'espère aimer, car je n'ai pas trouvé un format plus petit. Il y a au moins 1 litre, je pense, 1 litre, parfait. C'est de la sève de bouleau bio, tout simplement. Oula. C'est parti. On connaît tous ce sentiment. Vous étiez de bonne humeur, vous ouvrez une appli, et en moins de 30 secondes, sans savoir pourquoi, vous vous sentez moins bien. Vous scrollez par exemple tranquillement sur Instagram, et bim, vous tombez sur les photos de vacances d'un pote sur une plage paradisiaque. Ou alors vous allez à la salle de sport, plein de bonnes intentions. Et là, vous croisez quelqu'un qui a le corps que vous rêvez d'avoir. Et tout ça, ça vous fait ressentir quand même un petit pincement au cœur. Ce mélange bizarre d'admiration, de frustration, de jalousie, de motivation, eh ben ça a un nom. Et ça explique bien plus de choses sur votre vie et vos émotions que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas juste de l'envie, et ce n'est pas nécessairement un manque de confiance en soi. C'est un mécanisme psychologique, un réflexe de notre cerveau. Ce mécanisme, c'est la théorie de la comparaison sociale. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette théorie fascinante née il y a plus de 70 ans et vous montrer à quel point elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui dans notre monde hyper connecté. On va voir pourquoi ce réflexe est si ancré en nous, comment les réseaux sociaux l'ont transformé en une compétition mondiale permanente et surtout, on va voir les stratégies concrètes, selon certains livres, des vrais outils pour reprendre enfin le contrôle. L'objectif, que la prochaine fois que vous ressentiez ce petit pincement au cœur, vous ne soyez plus la victime du mécanisme, mais un observateur conscient, capable de le désamorcer et même de l'utiliser à votre avantage. Restez bien jusqu'au bout parce que comprendre ce concept, c'est s'offrir une nouvelle grille de lecture sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Pour comprendre l'origine de cette théorie, il faut faire un bond dans le passé. On est en 1954, la télé couleur n'existe pas et un psychologue social, Léon Festinger, publie un article qui va changer notre vision des interactions humaines, The Theory of Social Comparison Processes, ou en français, une théorie des processus de comparaison sociale. L'idée de départ de Festinger est simple. En tant qu'être humain, on a un besoin quasi vital de s'évaluer. On a besoin de savoir où on se situe. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que mes opinions politiques tiennent la route? Est-ce que je suis un bon parent? En gros, est-ce que je suis normal? Pour répondre à ça, notre cerveau a 2 options. La première, chercher les critères objectifs. Si je veux savoir si je cours vite, j'ai qu'à me chronométrer. Le chiffre ne ment pas. Si je veux savoir si j'ai réussi mon examen, j'ai qu'à attendre la note. C'est factuel. Mais comment fait-on quand ces critères objectifs n'existent pas? Comment mesurer objectivement si vous êtes généreux? Ou même, comment savoir si vous êtes quelqu'un de bien? C'est là que ça se complique. Ce que Festinger a découvert, c'est qu'en l'absence de standards clairs, on se tourne inévitablement vers les autres. On s'utilise les uns les autres pour se juger et se définir. La comparaison sociale, c'est donc ce processus mental où on évalue sa propre valeur en se mesurant à son entourage. Mais ça ne s'arrête pas là. Son analyse a ouvert la voie à la compréhension de 3 manières distinctes de se comparer, chacune avec les conséquences psychologiques totalement différentes. C'est en captant cette trilogie, je ne parle pas de celle du samedi soir, qu'on saisit vraiment la puissance du truc. Premièrement, il y a la comparaison ascendante. C'est le fameux « l'herbe est plus verte chez le voisin ». Ça arrive quand on se compare à des gens qu'on perçoit comme meilleurs que nous, sur un point précis en général. Le collègue qui a eu la promotion, l'influenceur qui a un corps parfait, l'ami qui semble tout réussir. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, ça peut être un super moteur. Un jeune musicien qui se compare à son idole, il peut épuiser l'inspiration pour bosser plus dur. C'est le carburant de l'ambition. Mais de l'autre côté, et c'est souvent là que ça coince, ça peut être dévastateur. Ça peut générer un sentiment d'infériorité et d'insécurité. À force de regarder des vidéos de milliardaires de 25 ans, ça peut plutôt vous faire sentir nul et vous démoraliser. C'est là la source de cette petite voix qui vous chuchote « tu n'y arriveras jamais » ou « c'est trop tard de toute façon ». Deuxièmement, il y a l'exact opposé, la comparaison descendante. Là, on se compare à des personnes qu'on perçoit comme moins bien loties.
L'étudiant qui a eu une sale note se sentira mieux en apprenant que d'autres ont fait pire. Quelqu'un qui traverse une passe difficile peut regarder un reportage sur une crise humanitaire et se dire « Finalement, j'ai pas à me plaindre ». À quoi ça sert? Principalement à protéger notre estime de nous-mêmes. Se comparer vers le plus bas peut nous soulager, nous rendre reconnaissants pour ce qu'on a en gros. C'est une stratégie de notre cerveau pour nous remonter le moral. Par exemple, une étude a montré que les patients atteints de cancer avaient tendance à se comparer à ceux qui étaient dans un état plus grave pour mieux supporter leur propre maladie. C'est une façon de créer un contraste qui nous avantage. L'avantage, c'est bien sûr que ça nous permet de relativiser sur ce qui nous arrive. Enfin, il y a la comparaison latérale, celle qu'on oublie souvent. On se compare à nos pairs, à des gens qu'on estime similaires, des collègues au même poste, d'autres parents de jeunes enfants, des sportifs amateurs du même niveau. Le but, la validation et le sentiment d'appartenance. Quand vous parlez salaire avec un collègue, ce n'est pas tant pour savoir qui est le meilleur, mais juste pour vérifier parfois que votre situation est normale. Quand vous partagez vos doutes de parents avec d'autres, c'est pour vous rassurer et entendre que vous n'êtes pas seul. La comparaison latérale, c'est ce qui crée la cohésion d'un groupe, en gros le sentiment de faire partie de la même tribu. Ces trois mécanismes, ascendant, descendant et latéral, on jongle avec en permanence, toute la journée, souvent sans même s'en apercevoir. Ce que Festinger a mis en lumière en 1954, c'est le système d'exploitation avec lequel on fonctionne en gros. Le problème, c'est le monde d'aujourd'hui. Si la théorie de Festinger était juste dans les années 50, aujourd'hui, elle est carrément prophétique. Pourquoi ? Parce qu'on a construit un monde qui met ce mécanisme sous stéroïdes. On a créé la plus grande arène de comparaison sociale de l'histoire de l'humanité, les réseaux sociaux. Avant, on se comparait aux gens de son village, à ses collègues, sa famille, aux gens du quartier. Notre groupe de référence était limité. Aujourd'hui, notre groupe de référence, c'est la planète entière. En 3 clics, on peut se mesurer à un entrepreneur à succès à Singapour, un mannequin à LA, un pianiste talentueux ou un génie de la tech dans la Silicon Valley. Les réseaux sociaux sont des machines à amplifier la comparaison ascendante. Ce sont des vitrines mondiales que chacun expose sa meilleure version. Personne ne pose ses doutes à 3h du matin, ses disputes de couple ou ses échecs. Enfin, si certains, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. On ne voit que la version éditée, filtrée et mise en scène de la réalité. Les vacances de rêve, le corps parfait, les réussites. Notre cerveau, lui, ne fait pas le tri. Il voit cette avalanche de perfection et conclut à tort que c'est la norme. Et si c'est la norme, notre propre vie avec ses hauts et ses bas, ses imperfections, paraît forcément minable en comparaison. C'est la recette parfaite pour l'anxiété, la baisse d'estime de soi et la dépression. D'ailleurs, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Je vous laisse me le dire en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Et en attendant, je commence à boire la boisson parce que, pas vous le cacher, j'ai soif. Bon alors, cette boisson. Bon, ok, on a compris qu'on est tous programmés pour se comparer. Mais comment on fait pour que ce programme ne dirige clairement pas notre vie? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes. Le but n'est donc pas d'arrêter de se comparer, c'est impossible. Le but est de changer notre relation à la comparaison. Je vous donne ces 5 stratégies que j'ai lues dans différents bouquins. Stratégie numéro 1, normaliser le réflexe déjà. La première étape, la plus importante, la première chose à faire, avant même de chercher à changer quoi que ce soit, c'est de normaliser ce réflexe. Se comparer aux autres, c'est pas une faiblesse, pas un défaut de personnalité. C'est un mécanisme profondément humain. Notre cerveau a besoin de repères pour se situer, vous l'aurez compris. Le problème, c'est que très souvent, on ne s'en veut pas seulement de ne pas être à la hauteur, on s'en veut aussi de ressentir cette comparaison. On se dit qu'on devrait être au-dessus de ça, plus mature, plus détaché. Et cette culpabilité-là rajoute une couche de malaise inutile. En réalité, vouloir supprimer totalement la comparaison sociale, c'est un objectif irréaliste. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle à 100%. Ce qu'on peut contrôler, en revanche, c'est la manière dont on interprète cette comparaison et l'impact qu'on lui laisse avoir sur nos vies. Autrement dit, la comparaison n'est pas le problème de départ, c'est la conclusion qu'on en tire qui peut devenir toxique. Stratégie 2, changer de lunettes. Une fois que vous voyez la vague de comparaison arriver, vous pouvez activement changer votre façon de l'interpréter. Face à une comparaison ascendante, qui fait mal du coup, transformez consciemment l'envie en inspiration. Au lieu de penser « je n'ai pas ce qu'il a », forcez-vous à vous demander « ok, ça montre que c'est possible. Quelle est la toute petite première étape que je pourrais faire dans cette direction ?» Ça fait passer votre cerveau du mode passif au mode actif. Enfin,
Vous pouvez utiliser la comparaison, mais avec la seule personne qui compte vraiment. Vous-même, hier. Regardez où vous étiez il y a 1 an ou 5 ans. Prenez conscience de tout le chemin parcouru. C'est le seul véritable indicateur du progrès. Juste vous et encore vous. Stratégie 3, faites le ménage dans votre vie digitale. Si votre maison était inondée, vous n'écorperiez pas toute la journée, toute votre vie. Vous chercheriez la fuite. C'est pareil avec les infos qui nourrissent votre mal-être. Faites un audit impitoyable de vos réseaux sociaux. Pour chaque compte que vous suivez, demandez-vous, est-ce que cette personne m'inspire et m'apprend des choses? Stratégie 4, définir votre propre nord. La comparaison fait surtout mal quand on ne sait pas où on veut aller. Quand on ne sait pas où on va, on est juste tenté de suivre la direction des autres. La solution, c'est de définir votre propre destination. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas pour la société, pour vous. La prochaine fois que la comparaison vous happe, confrontez l'objet de vos envies à vos valeurs. Cette personne gagne une fortune mais bosse 80 heures par semaine. Est-ce que ça colle à ma valeur? Non. Donc sa réussite, même si elle est admirable, n'est pas sur mon trajet à moi. Quand vous êtes au clair avec votre propre définition du succès, celle des autres n'est pas vraiment une menace. Stratégie 5, l'arme secrète, la gratitude. Ça peut sembler cliché, mais l'efficacité de la gratitude est prouvée dans des dizaines d'études. La gratitude est l'antidote direct à l'envie. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne peut pas être dans un état de gratitude et d'envie en même temps. La comparaison se concentre sur ce qui manque. La gratitude se concentre sur ce qui est là. C'est pas la même chose. Chaque soir avant de dormir, vous pouvez identifier ou noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Même des petits trucs. Un bon café, une conversation sympa, une tâche que vous avez terminée. Au début, ça peut paraître forcé, mais à force, vous entraînez votre cerveau à chercher du positif plutôt qu'à chercher ce qui vous manque par rapport aux autres. C'est de la muscu pour le cerveau. Plus le muscle de l'appréciation est fort, moins celui de la comparaison aura de pouvoir. Bref, conclusion dégustation avant de vous donner mon avis sur cette théorie. Eh bien écoutez, ça n'a pas trop de goût en fait, j'ai l'impression. Je vais regoûter mais... Ça me fait penser un peu à quelque chose par contre. Merde, les connectiques du cerveau elles se font pas mais ça a un goût de quelque chose que je connais. Un fruit je pense. Ah oui, c'est un goût d'un fruit. C'est un goût de quel fruit? Pomme? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est un goût un peu... Alors c'est pas ultra prononcé, donc franchement pas désagréable. Pas ouf non plus. Après c'est cool pour la santé, donc on crache pas dessus. Je vais mettre un petit... Alors là je juge que la saveur. Je juge jamais la boisson au niveau nutritionnel, mais je mettrais un petit 6, je pense, sur 10. Bon, je dirais d'abord que cette théorie a quelque chose de profondément dérangeant, mais aussi de très rassurant. Dérangeant parce qu'elle nous oblige à reconnaître une chose qu'on n'aime pas trop admettre. On ne se construit jamais complètement seul. Même quand on pense être objectif, qu'on croit savoir qui on se compare aux autres, à leur réussite, à leurs échecs, à leur vie. On se compare parce qu'on cherche à se situer, à comprendre nos valeurs, nos choix, notre place. Mais en même temps, cette théorie est rassurante parce qu'elle enlève une partie de la culpabilité. Le problème n'est donc pas tant la comparaison en elle-même, mais la manière dont elle est devenue omniprésente et parfois toxique, surtout dans notre société actuelle. Mais je pense aussi qu'il serait naïf et même dangereux de vouloir éliminer complètement la comparaison sociale. Parce qu'elle peut avoir un côté constructif, encore une fois. Se comparer à quelqu'un qui réussit peut donner de l'élan, de l'inspiration, une direction. Se comparer à quelqu'un qui traverse des difficultés peut nous aider à relativiser, à prendre conscience de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est top. En fait, la vraie question n'est peut-être pas du coup, est-ce qu'il faut se comparer, mais plutôt, à qui je me compare, pourquoi et quelles conséquences ça a sur moi. C'est plutôt ça la vraie question pour moi. À partir du moment où la comparaison devient automatique, permanente et qu'elle sert uniquement à se dévaloriser, elle perd vraiment toute utilité. Elle ne nous informe plus. À l'inverse, quand elle est consciente, choisie et replacée dans un contexte réaliste, elle peut redevenir un vrai outil. Je pense qu'on fait souvent comme si le problème venait du fait de se comparer, alors que le vrai problème vient du poids qu'on donne aux résultats de la comparaison aussi. On oublie qu'elle dépend du point de référence choisi, du moment, du contexte et même de ce qu'on décide de regarder chez l'autre. Autrement dit, 2 comparaisons différentes peuvent produire 2 lectures complètement opposées, sans que rien n'ait objectivement changé. C'est un mécanisme donc puissant qu'on gagnerait surtout à apprendre à reconnaître plutôt qu'à nier pour moi. Voilà, c'était mon avis. Écoutez, je vous laisse me donner le vôtre en commentaire et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir.
comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.